Bienvenue dans le podcast Trends Bourse, avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique. Chaque semaine, le journaliste Guy Legrand répond à mes questions et partage avec vous ses trucs et astuces pour placer au mieux votre argent et être au courant des dernières tendances boursières. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du podcast avec mon invité Guy Legrand. Bonjour Guy. Bonjour Gaël. Alors dans les précédents numéros, vous nous l'avez dit plusieurs fois, un bon investisseur, il se renseigne, il apprend, il lit beaucoup. Évidemment, l'actualité est essentielle pour investir correctement. Et dans l'actualité, en ce moment, on ne peut pas passer à côté, c'est le conflit au Moyen-Orient. Oui, c'est le conflit au Moyen-Orient et il a fait, c'est un événement extrêmement grave, il y a des massacres de part et d'autre, mais il a eu un énorme écho auprès des investisseurs parce que dans la mémoire collective, à défaut de la mémoire individuelle des gens plus jeunes, il y a l'événement qui s'est produit il y a 50 ans exactement, qui est la guerre du Kippour, ainsi qu'on l'a appelé, lorsque la Syrie et l'Égypte ont attaqué Israël. Le but était de récupérer les territoires perdus lors de la guerre précédente, celle de 1967. Donc, octobre 73, grosse attaque. Israël cède dans un premier temps du terrain et puis est aidé massivement, en particulier par les États-Unis, et finalement gagne la guerre. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que ça a fait tellement de bruit, tellement de dégâts? Ce qui s'est passé, c'est que les pays arabes réunis au sein de l'OPEP ont décidé de punir l'Occident et en particulier les États-Unis pour leur soutien à Israël. Le prix du pétrole a quadruplé et en plus il y a eu un embargo notamment sur les États-Unis. Donc pétrole beaucoup plus cher, inflation considérable, une récession très grave en 1974, au point d'ailleurs que les économies ne se remettront pas vraiment durant les années 70. Donc c'est un souvenir extrêmement douloureux et la leçon est que, attention, s'il se passe quelque chose de grave au Proche-Orient, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Alors évidemment, on en parle de ce pétrole, beaucoup craignent une crise pétrolière, pourtant en Israël, il n'y a pas de pétrole. Non, ni a fortiori dans la bande de Gaza. On ne dépend absolument pas de ces pays, de cette région-là. Ce qu'il y a, et en plus, on pourrait se dire, apparemment, les pays voisins ne vont pas peut-être lancer une offensive ni décréter des embargos. Ce qu'il y a, c'est une référence au second choc pétrolier, celui de 1979-1980. 79, c'est la révolution iranienne, le chaos dans le pays. Un an plus tard, et même un peu moins, c'est la guerre entre l'Irak et l'Iran. Ces deux pays étaient à l'époque surtout de gros producteurs de pétrole, donc production en baisse vu cette situation, donc raréfaction du pétrole et flambée des cours, une nouvelle fois, c'est ce qu'on a appelé le second choc pétrolier. Et en fait, le problème, c'est que derrière le Hamas, on sait bien qu'il y a l'Iran. Alors, est-ce qu'il y aura des représailles d'une manière ou d'une autre contre l'Iran? Est-ce que l'Iran serait sous embargo pour ses exportations de pétrole? Ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. On ferme d'ailleurs largement les yeux sur ces ventes de pétrole. Est-ce qu'il y a un conflit armé contre l'Iran? Donc, il y a effectivement de quoi s'inquiéter de ce point de vue-là. Et là, les marchés se sont inquiétés, réaction qu'on pourrait peut-être qualifier d'émotionnelle dès évidemment l'attaque du Hamas la semaine dernière. Les cours de pétrole s'emballent. Mais oui, ils s'emballent. En fait, ils se sont emballés au départ, le lundi matin. Ils se sont rapidement assagis. Finalement, ils ont terminé la journée en hausse de 4,5%, ce qui est finalement encore assez mesuré. Ils ont même baissé ensuite durant 2 jours. Ils ont repris leur hausse après cela. Ce que l'on a observé, c'est que les valeurs pétrolières ont grimpé. Si par hasard, effectivement, il y avait pénurie de pétrole ou tout simplement une hausse des cours assez sensible, il y a des pétroliers qui ont des réserves et qui produisent du pétrole qui pourraient en tirer profit. Donc, il y a eu pas mal de hausses, on va dire, pas de flambée, mais de hausses de plusieurs actions pétrolières. Et alors, ce qui est, je vais dire amusant, mais le terme ne convient tout de même pas, ce qui est significatif, pourrait-on dire, c'est un autre secteur qui, à contre-courant des bourses en général, a bien grimpé, c'est le secteur de la défense. Tiens, comme par hasard, des bruits de bottes
comme on disait dans le temps, plutôt des bruits de canons et de missiles aujourd'hui. Et le secteur de la défense en tire parti. Quelques exemples. Un Northrop Grumman, par exemple, aux États-Unis, plus 13% sur la semaine. C'est un fabricant de missiles notamment. Rheinmetall, l'allemand, une entreprise assez peu connue, mais qui fabrique des chars et des canons. Ben oui, c'est comme ça que ça s'appelle, osons le dire. Et alors, il y a Thales, le France, plus 16%, pardon, Rheinmetall. Et alors, en France, Thales, plus 21%, c'est quand même pas rien sur la semaine. Il ne produit pas d'armes à proprement parler, mais disons des équipements, notamment de communication, à des fins militaires. D'ailleurs, sur la semaine en question, ou les jours qui ont précédé, Thales a obtenu 2 commandes, des radios pour l'armée américaine, et alors des systèmes de gestion de combat, on parle quand même de combat, pour la marine polonaise. Donc, Thales est effectivement bien impliqué dans le secteur défense. On dit le secteur défense, en fait, ça s'appelle le secteur armement, ou pourrait-on dire aussi. Notons quand même que Thales a vendu naguère des véhicules blindés à l'Australie. Donc, c'est une vraie action d'armement quand même, finalement. Et voilà, c'est le secteur qui a profité de ces événements la semaine dernière. Voilà 2 secteurs donc, qui sont impactés par cette crise au Moyen-Orient, le pétrole et la défense. Autre point d'actualité avec lequel j'aurais voulu revenir avec vous, Guy, on en a parlé tout au long de l'été, bien entendu, ce sont les taux. Et du coup, ces taux obligataires qui ne cessent de grimper. Mais oui, qui ne cessent de grimper, en effet. Et comme le faisait remarquer notre estimé confrère L'Écho, la Fed américaine, donc la Banque centrale américaine, a haussé son taux de base de 0,25%, un quart de pourcent seulement depuis le printemps. Dernière réunion, c'était le statu quo. Mais pendant ce temps-là, les taux à long terme, qui sont dictés par le marché obligataire, qui s'observent plutôt sur le marché obligataire et qui sont dictés par les investisseurs, pendant ce même laps de temps, ces taux à long terme ont grimpé de 1,5%, 6 fois plus. Donc les banques centrales, à la limite, comme le faisait remarquer un observateur, n'ont même plus besoin de hausser leurs taux pour freiner la croissance économique, freiner l'allant économique. C'est le marché qui s'en charge, il le fait lui-même en faisant grimper les taux à long terme, et ce sont les taux à long terme qui, par leur hausse, freinent l'économie, bien entendu. Alors, ces taux sont... Pourquoi cette remontée des taux sans arrêt, même sans décision des banques centrales? Ben, il faut quand même bien remarquer que l'inflation baisse assez lentement. Elle vient de reprendre un petit peu d'ailleurs aux États-Unis, un petit peu haussière. Et donc les marchés se disent, ben oui, si l'inflation ne baisse pas plus que ça, les banques centrales ne vont pas abaisser leur taux, que les banques centrales n'augmentent pas le taux d'intérêt à court terme. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ce que l'on espère surtout, et ce que l'on espérait surtout naguère, on espère un peu moins maintenant, il faut bien le dire, mais c'est qu'un jour, elle se décide à rebaisser ces taux, évidemment. Or, même si elle ne les monte pas, mais si elle ne les baisse pas non plus, ça n'est pas une si bonne nouvelle que ça. Donc les marchés se disent, il faut quand même faire un peu attention à ça. Le printemps, c'est-à-dire la baisse des taux, n'est visiblement pas pour demain. Et là, il faut bien dire, et on revient au sujet, les investisseurs doivent suivre l'actualité de près, car ça change parfois très vite, l'ambiance et l'humeur sur les marchés. Lorsque, à sa réunion de septembre, la Fed n'a pas augmenté ses taux, c'était assez attendu. On se dit, OK, ça va, c'est bien. Et puis, son patron, Jérôme Powell, a dit, oui, mais les taux élevés, ça va durer assez longtemps. Oh là là, ça, c'était une mauvaise nouvelle, évidemment. On espère toujours que ça va rebaisser sur le marché et que ça va baisser dans le chef des banques centrales. Donc là, les marchés ont mal réagi. Ça a fait grimper les taux à long terme. Et puis, début de semaine dernière, certains pontes de cette même Banque centrale européenne ont tenu des propos très apaisants, disant qu'effectivement, on était sans aucun doute à la fin des hausses de taux, etc. OK, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Petite détente des taux d'intérêt, du coup, bien entendu. Et puis, hop, fin de semaine, l'inflation, zut, on a l'inflation aux États-Unis, on parle toujours des États-Unis, on espérait 3,6%, ça reste bloqué à 3,7%. C'est pas un drame, mais ça, encore une fois, c'est une petite nouvelle négative, l'inflation baisse plus lentement que prévu, donc voilà, les taux remontent un petit peu. Les taux d'intérêt, c'est vraiment le feuilleton du printemps et de l'été, et en fait, il y a parfois des épisodes quasiment tous les jours. J'ai quand même une question pour les novices qui nous écoutent. Ces taux obligataires hauts, très hauts même, quel est l'impact pour les marchés et pour les portefeuilles? Mais en fait, cet impact est
énorme parce que quand les banques centrales décident d'une hausse des taux, donc c'est le taux à court terme, ça ne joue que pour les banques qui ont des liquidités à placer, etc. Mais pour l'économie, pour les investisseurs, pour les gens qui veulent acheter une maison ou un appartement, ce sont les taux à long terme qui comptent. Et les taux à long terme, souvent, sont influencés par ces taux à court terme. Mais bon, ils peuvent être tout à fait indépendants. On vient de le voir, plus un quart de pourcent d'un côté, plus 1,5% de l'autre. Ce sont ces taux-là qui influencent l'économie de manière globale. Une entreprise qui veut investir et qui, pour cela, contracte un emprunt, c'est du taux à long terme. Euh, je le disais, les personnes qui veulent acheter une maison, le taux hypothécaire, c'est un taux à long terme. Et en bourse, l'intérêt d'une action se compare à l'alternative essentielle qui sont les obligations. Obligations, c'est-à-dire porteuses d'un rendement qui est le taux à long terme. Donc, ces taux à long terme sont essentiels pour l'économie, pour la finance, pour les investisseurs. Et tout dépend des taux à long terme, finalement. Alors, dans le reste de l'actualité, j'ai également pointé l'IPO de Birkenstock, si je le dis bien. Une IPO qui commence à 46 € à l'entrée en bourse, 46 dollars, pardon, et qui, 2 jours plus tard, est tombée à 36 $. On peut dire que ça n'a pas marché. Ah oui, non, ça c'est un fameux flop. Ce n'est pas un flop pour tout le... Oui, Birkenstock, rappelons-le, hein, pour ceux qui ne se souviendraient pas, ce sont ces chaussures laides et chères. J'ose dire laides parce que ça a fait l'objet d'une publicité dans leur chef. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient chers eux-mêmes, évidemment. Oui, mais elles sont confortables. Voilà, confortable, ergonomique, c'est de la qualité allemande en l'occurrence. Il n'y a plus beaucoup de fabricants de chaussures en Europe, il faut quand même bien le dire. En Italie encore un peu. Cette Birkenstock n'est pas une entreprise familiale comme il y en a tellement de grosses PME familiales en Allemagne. En fait, cette entreprise a été rachetée en 2021 par le fonds Caterton. C'est un fonds de private equity donc qui investit dans des entreprises non cotées. Et tous ces fonds ont la même philosophie. Je vais un petit peu réaménager cette entreprise, la rendre plus rentable, éventuellement plus attrayante, de manière à ou bien l'introduire en bourse, ou bien la revendre à un autre fonds, ce qui se fait très souvent aussi. Donc ici, ils ont revendu en bourse. Et 46 $ le titre, ils ont empoché ça. Donc ces actionnaires anciens, très bien, tant mieux pour eux, tant pis pour ceux qui ont acheté à 46 et qui se retrouvent avec des actions à 36. Le fonds Caterton, petite précision, c'est un fonds qui en réalité est contrôlé par LVMH, le géant du luxe, ainsi que en direct par Bernard Arnault, son patron. Donc eux ont bien réussi leur coup, mais ils ont un petit peu peut-être dupé les actionnaires. Ceux-là en auront un très mauvais souvenir. Hein. Est-ce que c'était trop cher? En fait, oui, c'était très cher. Certains diront, attention, quand on introduit une entreprise en bourse, c'est toujours assez cher parce que forcément, si on l'introduit, c'est qu'on espère en obtenir un bon prix. Dans le cas ici, ils ont peut-être été fort gourmands vu que au cours d'introduction de 46 $, cette entreprise était valorisée au double de ce qu'ils avaient payé 2 ans plus tôt. On peut dire que c'est peut-être un peu gourmand de la part de Caterton. Et puis, c'est l'agence financière américaine Bloomberg qui a fait les petits calculs. Le PI, donc le rapport pour bénéfice de Birkenstock, serait de l'ordre de 37. C'est quand même beaucoup, 37. Pour une entreprise technologique de croissance, c'est bien. Pour un fabricant de chaussures, même à la mode, c'est peut-être un peu excessif, voire très excessif, parce que, apparemment, Crocs, qui est quand même célèbre également, affiche un rapport court-bénéfice de 8 seulement et Doc Martens de 10. Donc apparemment non, visiblement plutôt, les fabricants ou les concepteurs de chaussures se vendent à des prix vraiment peu élevés. Avec 37, Birkenstock était dans la stratosphère. Pourquoi les gens ont-ils acheté à 46 je ne sais pas, un effet de mode peut-être, on s'est dit que mais non, ils se sont fait avoir. Et on peut quand même dire qu'il y a un effet, quelque part, c'est pas la seule IPO qui n'a pas vraiment fonctionné. Mais non, cette année-ci, c'est pas terrible du tout, les IPO. On est très loin de l'année 2021, il y en avait eu pour 300 milliards et ça avait plutôt bien marché. Cette année-ci, il y en a très peu et ça n'a pas très bien marché. Un exemple est très édifiant, c'est ARM Holdings. C'est la grosse IPO
de l'année, c'est le mois dernier, c'est tout récent, le 15 septembre, cette action. Oui, il faut dire, ARM Holdings est un développeur de processeurs. Processeurs comme Nvidia, par exemple. Donc, un secteur très porteur. Visiblement, Nvidia, faut-il rappeler que c'est la vedette de l'année 2023, fabricant de puces très utilisées dans l'intelligence artificielle. ARM Holdings est à peu près sur ce même créneau. Il faut d'ailleurs noter, ce qui est assez amusant, c'est que Nvidia a voulu racheter ARM Holdings il y a 2 ans et finalement, ils n'ont pas obtenu l'autorisation. Ils y ont renoncé l'an dernier, 2022. Donc, ARM Holdings, un très bon secteur, très en vogue. L'IPO s'est fait à mi-septembre à $51. 2 jours plus tard, l'action valait $69. Merveilleux. Mais dès le surlendemain, on était retombé à $50 à peu près, et c'est son niveau actuel. Donc, ce n'est pas un flop monumental, mais c'est un feu de paille. Et on est retombé au cours de départ, ce qui n'est quand même pas brillant. C'est pas le but d'une intro en bourse de revenir, de retomber comme ça, comme un gâteau qui rate, quoi. Alors, un contexte évidemment qui est assez particulier dans l'ensemble, on vient de l'évoquer, il y a les taux obligataires qui sont hauts, il y a un conflit au Moyen-Orient qui tend les marchés, il y a des IPO qui ne sont pas de réel succès et dont l'année 2023 ne sera pas à conserver dans les annales. En gros, là, si on doit conclure, l'investisseur, il se positionne comment à l'instant T ? Je serais tenté de dire qu'il ferait mieux de ne pas se positionner finalement, ce qui est un peu la leçon des dernières semaines, voire des derniers mois. Enfin, on peut considérer, et c'est quand même assez logique, aussi longtemps que les taux d'intérêt ne semblent pas vraiment se détendre, ce n'est pas bon pour l'économie et ce n'est pas bon pour la bourse et pour les placements de manière globale, ni pour la bourse, ni pour les actions, ni pour les obligations. Notons que des valeurs très sensibles aux taux d'intérêt, comme les valeurs immobilières, se portent toujours fort mal. Cofinimo, le géant belge, a noté à côté la semaine dernière un plus bas historique. Donc visiblement, les taux d'intérêt font toujours assez peur, pèsent sur le marché. Je dirais que donc, pour l'instant, on ferait peut-être bien de ne pas se positionner du tout, provisoirement en tout cas, même ça peut durer encore plusieurs semaines. Merci beaucoup Guy, en tout cas pour cette analyse de l'actualité et de l'impact sur les marchés. Je vous rappelle que dans les 6 premiers épisodes, Guy nous a donné les clés essentielles pour devenir un excellent investisseur. L'une des clés qu'on évoquait aujourd'hui, c'est celle de se renseigner, de lire, de rester en contact avec l'actualité. Une actualité que nous parcourrons à nouveau la semaine prochaine, Guy, pour voir un petit peu quel est l'impact sur les marchés et vers où on peut aller. Vous pouvez réécouter tous ces épisodes, bien sûr, sur nos plateformes. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez aborder, vous n'hésitez pas à nous les partager. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Avec plaisir. Au revoir. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous pouvez lire plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.